Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui on a délocalisé le studio puisqu'on est chez JP qui nous accueille dans l'atelier de 211. Bonjour JP. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Merci pour l'accueil sur les hauteurs de Clermont-Ferrand pour un sujet aujourd'hui qui va forcément vous intéresser si vous écoutez la capsule dans l'atelier du podcast. C'est les conseils et les astuces justement pour entretenir son vélo. Donc sur un épisode précédent, on vous avait donné les conseils, les astuces justement sur comment vous équiper pour entretenir, réparer votre vélo. Et là maintenant, il va falloir utiliser les outils que vous aviez ou dont vous avez fait l'acquisition pour justement entretenir votre vélo. Alors on est dans une période hivernale. Certains pensent que c'est naturellement la bonne période pour entretenir son vélo, mais pas que. J'imagine qu'on va découvrir à travers cet épisode que c'est tout au long de l'année qu'il faut entretenir son vélo, JP. Et oui, puis il y en a qui pensent que c'est la bonne période pour entretenir parce qu'ils se servent moins de leur vélo, mais à contrario, il y en a qui se servent de leur vélo tous les jours ou tous les week-ends, et donc l'entretien doit être encore plus soigné en période hivernale puisque le vélo est agressé par pas mal d'autres composants qui peuvent être du sel, du froid, de la neige, de l'eau, il y a beaucoup de choses. Tu fais bien, mais c'est vrai que tu fais bien de préciser que les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, auditrices, sont effectivement pas forcément que des cyclistes avec leur vélo de route ou de gravel, mais aussi des personnes qui utilisent leur vélo au quotidien. Et des VTTistes aussi, on doit bien en avoir. Et des VTTistes également, donc ça va être intéressant pour toutes ces parties-là. Alors, sur quoi on peut commencer, JP, quand on parle d'entretien de vélo? Comment entretenir son vélo? Quelle est, selon toi, la porte d'entrée, justement, aux conseils, aux astuces pour entretenir son vélo? La base, ça va être le nettoyage. Principalement, on est tous soumis, tous les vélos, quels qu'ils soient. On a cité plein de cas d'emploi des vélos, que ce soit du vélo taf, du VTT, du vélo de route, du vélo gravel. Le nettoyage, ça va être la base. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de ménager l'usure des composants. Plus un vélo est propre, moins il y a d'usure parasite. Je donne un exemple simple, une chaîne où sont collés tout un tas de débris qui peuvent être parfois invisibles à l'œil nu. Ça peut être du sable, de la poussière. La chaîne va s'user plus vite que si elle était correctement nettoyée et lubrifiée. Mais c'est la même chose pour une cassette, c'est la même chose pour un plateau, c'est la même chose pour des câbles qui coulissent dans des gaines. Plus il y a d'intrants, plus on a de frottements parasites, donc plus ça s'use, etc., etc. Les disques, les plaquettes, Donc le nettoyage, c'est la base. Le second aspect du nettoyage, c'est que sur un vélo sale, on ne voit pas. On ne voit pas ce qui peut poser problème. On ne voit pas une plaquette usée si on n'accède pas à vraiment son état et qu'on ne voit que la poussière et les débris accumulés. On ne voit pas que la chaîne va poser problème. On ne voit pas qu'il y a une entaille sur son pneu qui est en train de se développer, etc., etc. Donc vraiment, la base, c'est le nettoyage. Donc on a parlé rapidement sur l'épisode des outils de comment on s'équipe pour nettoyer. C'est trop vaste pour qu'on ait un conseil absolument direct et universel pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas accès à du nettoyage à l'extérieur, tout le monde n'a pas accès à une baignoire assez grande pour mettre son vélo. Une douche assez grande. Voilà. Mais c'est vrai que c'est rare aujourd'hui les endroits où un cycliste a la possibilité d'aller laver son vélo. C'est très rare déjà les ateliers qui sont équipés d'une... Je crois que c'est culturel aussi. D'un emplacement. Tu te rappelles de notre petite escapade à Gérone où tu as récupéré ton vélo lavé parce que l'atelier a une station de lavage interne. Alors que je demandais juste à monter 2 pneus. Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y en a en France, bien sûr, mais c'est moins culturel. Après, il y a des gens qui vont dans les stations de lavage voiture laver leur vélo au retour des sorties. Ça marche. Il y a tout plein de produits aujourd'hui, des produits de nettoyage entre guillemets à sec. C'est pas complètement à sec puisque on utilise le produit qui est dans une bouteille, mais avec des chiffons. Exactement. Donc ça nécessite par contre d'utiliser beaucoup de textiles, beaucoup de chiffons, mais qu'on lave et qu'on réutilise. On fait pas ça avec du sopalin, voilà.
Donc en fait on a les moyens, on doit adapter le moyen et l'outil à sa situation, mais on a les moyens de nettoyer. Et plus le nettoyage est régulier, moins il est compliqué. Alors justement, quand tu parles de nettoyage, moi je me mets dans le cas de figure où je rentre d'une sortie et la route était humide, où il a plu et mon vélo est très clairement sale, quoi, hein, voilà, avec des gravillons, des petits morceaux de feuilles, un peu de boue, pourquoi pas, vers le pédalier. Selon toi, c'est quoi? Parce que j'ai entendu plein de choses. C'est faut laver tout de suite, justement, ou faut laisser sécher et tu nettoieras quand ça sera sec. C'est quoi la meilleure manière d'entretenir? Plus on lave tôt, moins ça s'est fixé, donc c'est plus facile. Notamment si on a utilisé des produits qui laissent des pellicules de protection, donc ça s'enlève encore plus vite tant que ça n'a pas séché. Par contre, je suis content que tu parles de sécher, parce que quand on lave, après il faut sécher. Parce qu'il y a tout plein d'endroits tout plein d'endroits sur un vélo où l'eau peut stagner, que ça soit de l'eau de la route ou de l'eau du lavage, la conséquence est la même. Donc tu vois, toutes ces vis dans lesquelles on va avoir une retenue d'eau, dans certains recoins des leviers, etc. Cette eau qui reste là va finir par s'infiltrer et peut poser des problèmes de corrosion. Alors même des fois des fois, des gens pensent qu'ils ont certaines pièces qui sont en inox, etc. Mais il y a forcément des endroits où on a des produits ferreux non inoxydables, conventionnels, où on peut avoir des réactions aussi entre différents métaux et différents autres matériaux. Donc on peut toujours générer un peu de corrosion par-ci, par-là. Le mieux, c'est de l'éviter. Donc on sèche un coup de soufflette, un coup de ventilateur, des chiffons, encore une fois. Voilà. Aujourd'hui, on peut acheter dans les magasins de bricolage des paquets de chiffons recyclés. Ça peut suffire, il faut les laver, il ne faut pas les jeter à la fin. On les prend, on sèche bien son vélo, c'est essentiel. C'est essentiel pour éviter qu'il se dégrade. Et puis c'est essentiel aux endroits où on doit lubrifier, parce que si on lubrifie par-dessus de l'eau, la lubrification ne se fait pas comme il faut. Donc on nettoie. La base de l'entretien, c'est le nettoyage. Alors, tu vas me demander tous les combien. Moi, je te dirais... Alors, je vais te poser une question. Tous les combien, JP? Sur des conditions automnales, hivernales, à chaque fois que tu sors, finalement. Quasiment. Alors, je comprends bien que quelqu'un qui fait du vélo taf, qui fait un quart d'heure ou 30 minutes de vélo le matin et le soir, il va pas le laver tous les jours. Mais lui, il va faire une fois par semaine, probablement. Voilà. Mais c'est un conseil, c'est pas une obligation. Ce qui est sûr, c'est que entre quelqu'un qui nettoie son vélo une fois à l'année et quelqu'un qui nettoie son vélo une fois par semaine, la durée de vie des composants n'est pas la même. Et la conservation de la valeur de l'objet n'est pas la même non plus. Mais alors, quand on parle nettoyage, tu parlais d'eau justement qui stagnait. Moi, je pense à la cassette, je pense à la chaîne. Donc, j'imagine que tu l'essuies. Tu la lubrifies tout de suite derrière. Comment tu entretiens cette partie qui est quand même importante, qui est la transmission, ou plus précisément la chaîne? Alors, je vais donner mon avis et la façon dont moi je vois les choses. Le marché a été envahi et puis les gens ont été sollicités. On a été les premiers à le faire, à dire entretenez, faites la lubrification, soyez réguliers, devenez autonome là-dessus. Et les fabricants de produits sont venus avec une offre très marketée, très dessinée, avec des produits avec des couleurs sympathiques, des couleurs vives, des emballages sympas. Voilà. Donc, et par contre, doublé de produits chimiques réellement efficaces. C'est-à-dire, quand on te dit c'est dégraissant, ça dégraisse. Ça marche. Mais voilà, c'est des produits qui sont très fluides et donc ils vont un peu de partout. Et c'est un peu difficile de dire aux gens il faut nettoyer, mais faites attention parce que vous pouvez surnettoyer. Ce que tu veux dire, c'est en voulant nettoyer quelque chose, du fait que ça soit très liquide, tu peux abîmer la pièce d'à côté. Alors, si on fait étape par étape, notamment sur les parties qu'on doit lubrifier sur un entretien courant, la chaîne. La chaîne, si on veut vraiment dégraisser une chaîne, il faut l'enlever du vélo. Tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, ce qu'on peut faire si on veut dégraisser sa chaîne sans prendre de risque, c'est pas prendre le bidon de dégraissant ou le pulvérisateur de dégraissant et en mettre de partout pendant que la chaîne est sur le vélo. Ça, c'est plutôt un risque. Je vais revenir au risque qui est induit. Voilà. Donc l'idéal, c'est éventuellement de pulvériser du dégraissant sur un chiffon et de passer le chiffon sur la chaîne. Donc on va déjà avoir un premier niveau de nettoyage qui est vraiment pas idiot, surtout pour de l'entretien courant. D'accord ? C'est mieux ça que d'en pulvériser de partout. Ok ? La cassette, pareil. La cassette, si on veut vraiment la nettoyer comme il faut, il faudra l'enlever. Très clairement. Ou alors, sinon, il faut des brosses.
Mais les brosses, si on met une quantité de dégraissant trop importante, en fait, ce qu'on va toucher, la cassette en elle-même n'a pas de roulement, d'accord ? Donc, elle pose pas de problème. Tu peux la tremper dans le dégraissant toute sa vie si on veut, elle risque rien. Par contre, derrière la cassette, il y a ce qu'on appelle le corps de roue libre. Sur une roue conventionnelle, dans l'état actuel des choses, il y a 4 roulements. Il y a 2 roulements de roue et 2 roulements dans le corps de roue libre. Ok ? Et le corps de roue libre, il y a plein de systèmes différents, mais grosso modo, il faut comprendre que c'est un système d'entraînement déverrouillable avec des cliquets, avec des roues dentées, etc., qui normalement est dans la graisse. Tout ça est dans la graisse pour des questions de bruit, d'usure, de frottement, etc. Et que si par malheur tu pousses du dégraissant dans cette partie qui est pas à la vue, eh bien tu as 2 risques de dégraisser l'intérieur de tes roulements, même si pour la plupart du temps maintenant on a ce qu'on appelle des roulements scellés. Ils sont scellés par un joint qui a une capacité d'étanchéité en fonction du classement du roulement. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Sinon, on va faire un épisode de 2 heures. Donc, voilà. Mais tu peux altérer ton roulement. Et donc, un roulement qui n'a plus de graisse, il va faire du bruit, mais il va frottement métal sur métal, ça va se dégrader. Il ne roulera plus. Il peut même éclater. Et puis, tu as aussi tout ton mécanisme de roue libre qui peut fortement se dégrader, voire se gripper. D'accord ? Je fais un petit coucou à Foucault, s'il m'entend, un peu plus tôt dans l'année, il arrive pour faire une course en Espagne à la Traca, il fait 10 km et plus de roue libre. Et ben en fait, je lui avais livré les roues presque 2 ans auparavant, il n'avait jamais entretenu le corps de roue libre, et il se trouve que même si il n'a pas été un adepte du dégraissant de partout, il n'a jamais fait cet entretien, la graisse a eu sa durée de vie. Le produit a complètement séché et les roues dentées qui est poussée par un ressort dans le système de cette roue-là s'est grippé sur son axe et donc il n'y avait plus de contact entre les 2 roues dentées et donc il pédalait dans le vide. Donc ça veut dire que c'est aussi un point qu'il faut entretenir. Moins régulièrement que sa chaîne, mais il va falloir l'entretenir. Donc on va en parler. C'est une fois par an ? Moi, je conseille au moins 1 fois par an. Après, en fonction des roues, quand on connaît ces produits, il y a en fonction des usages, un corps de roue libre de gravel qui va rouler plus souvent dans l'humide ou quelqu'un qui nettoie régulièrement son vélo, etc. Même 2 fois par an. En réalité, un entretien de corps de roue libre, ça peut mettre un quart d'heure. Donc ça consiste en quoi ? C'est d'enlever la cassette, de graisser ? Là, on enlève d'abord sa cassette, on retire son système de corps de roue libre pour arriver au mécanisme interne, on le dégraisse, on le sèche, on le graisse. C'est toujours la même chose. Nettoyer, sécher, lubrifier. La lubrification à certains endroits c'est de l'huile, à certains endroits c'est de la cire, ça c'est une question de choix plutôt pour les parties tournantes de la transmission. Dans des corps de roue libre c'est de la graisse et on essaie d'avoir des graisses de viscosité adaptées. Voilà. Donc ça c'est important, c'est souvent un point extrêmement négligé le corps de roue libre alors que c'est important. Ça, tu vois, en expliquant tout ça, alors moi je ne l'ai jamais fait, très clairement je reconnais, mais par contre je me dis, c'est évident, il faut que je le fasse. Et je sais qu'une fois on en avait déjà parlé, tu as déjà recommandé d'ailleurs sur le podcast des comptes Instagram notamment, oui. où les personnes se filment et vraiment tu vois vraiment ce qu'est une bonne révision. Tu sais, on en parlait en disant, est-ce que tu l'emmènes alors en France, dans telle ou telle ville, déposer ton vélo en révision, il va se passer quoi ? On va mettre un peu de graisse. En tout cas, ce qui était certain, c'était pas ça. Parce que là, c'est vraiment le goût du détail. C'est-à-dire que moi, j'aurais un réparateur proche de chez moi comme ça. Putain, je sais que je récupère mon vélo. Oui, mais c'est culturel en fait. C'est-à-dire que si tu retournes voir ces comptes vers lesquels je t'ai envoyé, c'est souvent des pays avec des niveaux de vie moins élevés que chez nous. Et donc, ils ont cette culture de dire je fais un entretien poussé pour prolonger la durée de vie parce que je peux pas racheter. Parce que des fois, même s'ils ont du pouvoir d'achat, les pièces sont pas forcément disponibles. Et donc, effectivement, les gens vont avec un cutter enlever le joint du roulement, nettoyer complètement le roulement, reclipser le joint parce qu'ils ont pris soin, même s'ils n'ont pas accès à la pièce détachée du nouveau joint, ils vont remettre l'ancien, etc. Pour le coup, franchement, ils c'est le impressionnant. font. Ouais. Et c'est des pays où la main-d'œuvre est moins chère aussi. Et puis, ils n'ont pas cette culture du consommable à tout prix, quoi. Voilà. Donc, mais c'est très bien d'aller les voir parce qu'on peut s'inspirer. Parce que, en fait, effectivement, aujourd'hui, il y a des. On va considérer par exemple que les boîtiers de pédaliers des gens qui nous font des transmissions, quelles que soient les marques, les 3, souvent on dit c'est du consommable et si tu veux quelque chose de maintenable dans le temps, il faut prendre une pièce de quelqu'un qui est spécialiste du roulement et c'est beaucoup plus facilement maintenable. C'est vrai, c'est-à-dire que pour ne pas citer, si on achète une pièce chez Chris King, tu trouves facilement, c'est disponible, tu peux avoir tous les sachets de joints, etc. Tu peux faire ton entretien poussé et avoir une durée de vie égale à ta durée de vie à toi ou à la durée de vie de ton vélo pour tes roulements, moyennant l'entretien, d'accord ?
SKF, c'est la même chose. Aujourd'hui, les roulements SKF, cette marque française, elle te vend un boîtier de pédalier à axe carré en te disant pendant 10 ans, tu peux rien faire dessus. Moi, je garantis que 10 ans, même sans l'ouvrir, c'est bon. C'est les seuls à faire ça, hein, d'accord ? Chris King n'est pas à ce niveau-là aussi, mais il y a des garanties à vie, moyennant entretien annuel. Maintenant, quand tu as un boîtier de pédalier SRAM, par exemple, clairement, et c'est assez assumé même de la part du fabricant, c'est quand il gratte, tu le changes et tu le jettes. Eh bien, effectivement, tu as des pays où les gens, non, ils vont ouvrir ce truc et vont le réparer parce que, de toute façon, ça marche, ça fonctionne, pardon, mais voilà, il faut bricoler un petit peu. Bon, là, très clairement, les graissages de roulement de boîtier de pédalier, de roulement de roue, de roulement de jeu de direction, on est sur un niveau d'entretien et de bricolage qui n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Pour l'entretien courant et global, je dis qu'un nettoyage des faces extérieures des roulements déjà et des points de contact, si déjà tout le monde faisait ça, c'est-à-dire de temps en temps enlever son pédalier, parce que ça c'est assez facile si vous avez acheté tous les outils qu'on vous a présenté conseillé dans l'épisode précédent, vous pouvez le faire. Déjà, si vous arrivez à nettoyer les faces de roulement, au moins externes, au moins internes, si une fois de temps en temps vous faites tomber la fourche, vous nettoyez les portées de roulement, vous enlevez tout ce qui est souillé et vous remettez une petite couche de graisse, parce que la graisse elle va agir aussi comme un voile protecteur avant d'atteindre les joints de roulement et la graisse des roulements en interne. Si déjà vous faites ça, vous êtes bien. Les roulements de roue, soyons complètement honnêtes, il y a très peu de gens qui font l'entretien des roulements de roue. En général, on se rappelle qu'il y a un roulement dans les roues quand il est mort et on le remplace. Voilà. Alors on est dans les trucs et astuces, soit vous appelez la marque qui vous a vendu la roue et puis vous lui dites j'ai telle référence de roue, il me faut le kit roulement. Soit en vrai, un roulement, c'est comme les vis qu'on évoquait un petit peu dans l'épisode des outils, c'est des choses très normées. Donc une fois que vous avez la dimension de votre roulement, le diamètre interne, le diamètre externe, l'épaisseur, vous pouvez acheter un roulement, même des fois de meilleure qualité, sur un site de roulement. 1, 2, 3 roulements, par exemple, ils vendent à peu près tous les rayons du monde, que ça va de la pompe industrielle à votre roulement de skate en passant par le roulement de vos roues. Il y a 99% de chances que vous trouviez le même roulement et vous pouvez être autonome là-dessus. Voilà, et vous pouvez aussi, pourquoi pas, upgrader le niveau de protection de votre roulement. Vous savez, en fait, c'est gradé, il y a des grades de roulement. On a le niveau de protection du joint, c'est-à-dire son étanchéité vis-à-vis des perturbateurs extérieurs, finalement, mais aussi la qualité du roulement. Voilà, sans aller forcément sur des roulements céramiques ou des choses comme ça. Il y a plus à chercher finalement dans la protection et la durée de vie que vraiment dans la qualité de roulement, en tout cas pour 99% de la population. Bon, intéressant. En tout cas, on a creusé, on est rentré dans les détails, mais c'est vrai que pour bien entretenir son vélo, il faut le nettoyer régulièrement, le nettoyer de suite. C'est pour ça que c'est important que tu te positionnes sur ça, mais de suite, après une sortie où il est humide, sale. C'est mieux, voilà, l'idéal c'est de faire comme ça. C'est de le faire, de bien penser effectivement, quand on le nettoie, quand on le lave, de le sécher. C'est important également, tu l'as précisé, de bien lubrifier. Nettoyer, sécher, lubrifier. Voilà, nettoyer, graisser et lubrifier. Et puis, si on continue dans les périphériques, après, on peut faire les organes de sécurité, finalement. Qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on roule régulièrement avec son vélo ? Si on dit qu'on a fait le nettoyage et la lubrification, la vérification de la transmission, il y a l'état de ses pneus. Alors les pneus justement, est-ce qu'on les change quand on rentre en période d'hiver ça dépend de la pratique, on ne peut pas être aussi catégorique, ça dépend beaucoup de la pratique. Il faut bien avoir en tête que dans le monde du vélo, il n'y a pas une variation et une gamme de gommes aussi étendue que ce qu'on peut trouver dans le milieu de la moto ou de la voiture. D'accord ? Il y en a une, il y a une plage, elle n'est pas aussi étendue que dans les autres engins mécaniques. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de pneus dans le vélo. Où tu te dis avant de sortir, tiens, quel temps il fait pour que je choisisse mes pneumatiques. Oui, ou tu n'as pas une gomme ultra tendre, beaucoup plus... voilà, il y a des petites variations en fonction souvent des marques, plutôt que du modèle de pneus, mais il n'y a pas une variation aussi importante. D'ailleurs, dans le monde de la compétition cycliste, je veux dire, qu'ils fassent le Tour de France ou le Tour des Flandres, ils vont changer la section des pneus, mais c'est souvent la même marque parce que c'est le même équipementier et c'est souvent la même gomme avec la recette miracle, entre guillemets. Voilà, mais il n'y a pas du tout... dans la moto, si on prend le MotoGP ou si on prend la Formule 1, le manufacturier en titre de l'épreuve sportive va proposer 3 types de gomme, plus clairement. Une gomme spéciale pluie avec des sculptures, etc. Tu penses que ça arrivera un jour, ça, dans le vélo ? Alors, pas de la même façon, parce que le fonctionnement d'un pneumatique de vélo
est différent. que je considère toujours comme un sport mécanique, est quand même radicalement différent du fonctionnement d'un pneumatique de moto, qui est lui-même différent du fonctionnement d'un pneumatique de voiture, qui est différent du fonctionnement d'un pneumatique de camion. Donc il y a un rapport avec le poids peut-être, si on se dit tout ça, voilà. Donc voilà, les fonctions sont pas exactement les mêmes, d'accord ? On est sur des structures souples sur les vélos, sur des structures beaucoup plus rigides sur les autres engins qu'on a mentionnés. Donc on n'ira pas sur la même finesse dans les gommes, etc. Donc après c'est pareil, on parle des sculptures. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, ça fera encore grincer des dents, mais il y a 8 dessins de pneus, 8 sculptures de pneus sur 10 qui sont, j'ai failli dire gimmick marketing, qui sont des outils marketing, voilà, ou des outils de différenciation, mais qui sont souvent pas très ingénierés d'un point de vue de ne serait-ce que de l'adhérence, de l'évacuation de l'eau encore moins, du grip enfin voilà, il n'y a pas du tout la même ingénierie. Il y en a, donc je fais pas une généralité, mais je dis qu'il y a beaucoup de parts de marketing et peut-être moins de parts d'ingénierie par rapport aux autres mondes de pneumatiques. Donc attention à ça. Par contre, quand on est un cycliste, ce qu'on a besoin de voir, c'est si on n'a pas une perforation de son pneu, si on n'a pas une déchirure latente de son pneu. Je rappelle, un pneu de vélo, c'est finalement un tissu noyé dans du caoutchouc. Donc le tissu, c'est la carcasse. Et si cette carcasse, elle est endommagée, des fois on a une chambre à air, la carcasse va être endommagée parce qu'on a frotté un trottoir où il y a un morceau de verre qui a commencé à entailler mais qui n'a pas coupé. Et on voit cette fibre qui commence à se distendre et à se déchirer. Là, il faut regarder en fonction de là où c'est sur le pneu, si on peut réparer, s'il faut changer, pour pas qu'on puisse subir un éclatement du pneumatique à un moment, ou une perforation totale avec la chambre à air qui sort. Bon, en tubeless, on s'en aperçoit vite parce que ça fuit. Donc, vérifier l'état de ces pneus, c'est ça. C'est l'état d'usure aussi, parce que les pneus qui ont un peu de structure, les pneus de route, on va dire, qui ont un peu de structure, souvent, c'est des structures qui sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, destinées à évacuer l'eau. Ça se passe pas très bien sur des pneus de vélo, ça marche pas beaucoup, mais elles sont là pour venir en fait donner une interface d'adhésion entre la route et le pneu. Et c'est sûr que quand on a moins ça, on glisse plus facilement parce qu'il y a un film d'eau qui va. On fait pas d'évacuation, mais on offre un contact différent. Donc vérifier cet état-là, vérifier la bonne pression, tu sais ô combien c'est important. Donc c'est moins important quand on roule à 10 à l'heure entre les voitures pour aller au travail. C'est un peu plus important quand on fait une sortie un peu animée. Et ça se vérifie combien de fois par... Ou quand est-ce qu'on vérifie sa pression ? À chaque sortie, quelqu'un qui prend son vélo... Une fois par semaine, il vérifie sa pression à chaque sortie. À chaque sortie. Ouais, okay. Tout à fait. Quelqu'un qui fait du vélo taf... Une fois par semaine, voilà, s'il est en chambre à air, des fois en tubeless, peut-être un peu plus, ça dépend de son niveau de montage, de son niveau d'exigence. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça se vérifie pas une fois par an, ou pas une fois quand il est trop tard. Ouais, quand il est trop tard. Ouais, intéressant. Donc on continue dans le déroulé de comment bien entretenir son vélo. On est sur le après avoir fait le cadre, la transmission, les pneus. Quelque chose qui est aussi sur le côté, l'aspect sécuritaire, tu l'as dit, c'est les freins. Oui, clairement. Est-ce que tu vois passer encore des freins à patins aujourd'hui ? Oui, il y en a. Il y a encore beaucoup de vélos qui sont équipés de freins à patins. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête vraiment. Tu penses que il y aura toujours une partie de vélos qui sera équipée en freins à patins. Mais par le second marché, par l'occasion ou par le constructeur en lui-même ? Non, même sur le neuf, il reste une catégorie de vélos qui, pour des raisons économiques et culturelles, continuera d'être équipé en frein à patins. Je pense alors, est-ce que ça sera un système d'étrier classique, un système de cantilever, peu importe, de V-brake, il y en a plein. Déjà, le frein à patins est pas un mauvais outil, notamment quand il s'agit de ces freins avec des tirages centraux et des bras de levier importants comme le cantilever, etc. C'est des freins qui fonctionnent très bien. On travaille sur l'extérieur de la roue, donc il y a une bonne puissance, donc il y a une bonne capacité de freinage. Après, voilà, les interfaces entre patins et jantes peuvent créer d'autres problèmes, notamment sur le mouillé, sur les conditions, sur la tolérance au voile des roues, etc. Donc chacun fait son choix, mais on continuera d'en voir. Et de toute façon,
on continuera de voir des vélos qui en sont équipés, même s'ils ne sont pas neufs. Donc, il faut savoir aussi vérifier l'état des patins. C'est assez facile, c'est très visuel. C'est beaucoup plus facile de voir l'état de son patin que l'état de ses plaquettes. Et on le disait dans l'épisode sur comment s'équiper pour entretenir son vélo. C'est que sur le voile de la roue notamment, c'est que le gros avantage, c'est que avec effectivement un vélo à patins, tu vois tout de suite si ta roue est voilée rapidement, que tu verras peut-être moins facilement. Ça fait du bruit sur un disque. Donc l'état des freins, c'est déjà quand on... Je reviens moto-auto, quand on passe le permis, on vous dit qu'à chaque fois vous rentrez dans un véhicule, notamment sur la moto, c'est un peu moins vrai sur la voiture, mais quand tu passes ton permis moto, dans le déroulé même de l'examen, tu dois vérifier l'état mécanique de ton véhicule avant de l'enfourcher et d'aller rouler. C'est pas un mauvais conseil à donner à quelqu'un qui fait du vélo. On est à peu près aussi exposé et c'est à peu près aussi facile de faire un tour de 1 minute et de vérifier l'état général de ses pneumatiques, sa tension de chaîne et ses freins. Voilà. Après, une fois que ses roues soient bien fixées, une fois qu'on monte sur son vélo, de toute façon, on sent. L'avantage aujourd'hui des systèmes de freinage sur un vélo, c'est que, sauf à casser un câble sur des freinages à câble, sauf à couper une durite sur un freinage hydraulique, ce que j'ai déjà vu, mais qui arrive quand même pas tous les jours, vous perdez jamais 100% de votre capacité de freinage de manière instantanée. C'est très rare. Donc, on voit le freinage se dégrader. Donc, sur un vélo qui freine à patins, regardez régulièrement, à chaque fois qu'on prend son vélo, regardez si ses patins sont encore en épaisseur suffisante. Si ça fait du bruit ou ça frotte, vous allez vous en rendre compte. Et sur un freinage à disque, les disques ne s'usent pas très vite, donc ça, si vous regardez une fois par an comment vos disques y sont, ça devrait suffire. Par contre, les plaquettes peuvent s'user en l'espace d'une sortie. Ça peut arriver, il suffit que vous combiniez des conditions météo assez dégoûtantes, un peu de sable. Je me rappellerai toujours d'une sortie à 4-5 ans, une sortie gravel, où je pense que 99% des participants n'avaient plus de frein au bout de tout système confondu, frein à disque mécanique, frein à disque semi-hydro, frein à disque hydro, plaquettes fritées, pas fritées, etc. Personne n'a résisté au truc. Donc on avait même essayé de faire un sondage pour récupérer qui avait quoi, parce qu'on voulait essayer de comprendre. J'ai jamais revu autant que ça, mais c'est arrivé. Donc tout le monde s'est retrouvé sans frein à la moitié de l'épreuve. Avoir des plaquettes, si on part pour des sorties un peu plus longues, ça peut être toujours au moins un jeu de plaquettes, parce qu'on peut se débrouiller avec qu'un frein avant ou qu'un frein arrière éventuellement, mais avoir au moins un jeu de plaquettes, et puis régulièrement vérifier l'état de ces plaquettes. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une conséquence sur sa capacité à freiner et à stopper son véhicule, mais il peut y avoir une conséquence mécanique, c'est que si vous roulez avec des plaquettes complètement usées, vous allez faire sortir les pistons plus que de raison de l'étrier, et vous pouvez complètement détériorer un joint de piston. Donc je ne refais pas l'anatomie d'un frein à disque hydraulique, mais grosso modo, les pistons viennent appuyer sur le support de la plaquette vient toucher le disque, mais si ces pistons sortent de trop, vous endommagez l'étanchéité, l'huile perd, vous induisez de l'air dans le système et vous avez un truc tout spongieux qui risque de ne pas freiner du tout au bout d'un moment. Donc l'entretien de ces plaquettes, c'est important. Et donc vérifiez ça. Ça peut supposer d'enlever sa roue pour vraiment voir en fonction de la marque de l'étrier qu'on a, etc. Et puis sinon, il y a il y a des produits en aérosol la plupart du temps qui s'appellent brake cleaner, nettoyant frein. Il n'y a pas besoin qu'il soit spécial vélo, vous en trouvez, toutes les marques en font. On a déjà cité les marques Muc-Off, Bikeset, toutes les marques font ça, du brake cleaner. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pulvériser sur vos disques et sur vos plaquettes, même sans trop démonter le vélo. Vous en mettez, vous faites tourner les roues, vous laissez sécher. Ça enlève beaucoup des résidus de freinage, ça peut enlever un peu de choses qu'on a chopées sur la route, et ça permet de prolonger un peu la durée de vie de ces plaquettes, d'enlever des fois des bruits parasites. Voilà, mais les bruits parasites, ça pourra faire l'objet les bruits parasites, vous savez, tout le monde dit les freins à disque, c'est génial, mais ça fait trop de bruit. Ça pourra presque faire l'objet d'un épisode, parce que moi, qui suis très sensible à ça, j'ai vraiment creusé, et au-delà des matériaux, au-delà de l'état de son disque, etc., en fait, on s'aperçoit que dans le vélo, on fait des choses assez différemment des autres mondes où on a des freins à disque, on n'a pas du tout les mêmes typologies de forme des plaquettes, etc. Il y a des chanfreins sur toutes les plaquettes de voiture et de moto, il n'y a pas de chanfrein sur les plaquettes de vélo, et des fois, en chanfreinant ces plaquettes, même neuves, on diminue 80% du bruit. Mais c'est vrai que le bruit, ça a été effectivement au début des freins à disque, ça a été l'argument
principal, c'est que ça faisait du bruit. Et quand on parle de frein, on a aussi tout ce qui est câble. Oui, bien sûr, les câbles sont soumis aux éléments. Les gaines aussi, on n'y pense jamais, mais en fait, le câble emmène, il guide les éléments dans les gaines. Voilà. Et vous avez, in fine, une problématique de dépôt, des fois une problématique de corrosion, même si on a des matériaux inox, mais les frottements font qu'on a de la limaille des fois de temps en temps, etc. De toute façon, il y a de la graisse, il y a tous les polluants auxquels on peut être soumis en roulant à l'extérieur. Et au bout d'un moment, vous avez un câble qui coulisse moins bien dans sa gaine. Alors, il y a 2 typologies de routage de câbles dans les vélos. On a des gaines toute longueur des fois, et puis on a des gaines interrompues, ce qui est le plus commun sur le marché. Les gaines interrompues, c'est pratique parce que on se dit qu'en ayant le câble complètement exposé, on réduit le frottement, puisqu'il y a plein d'endroits en fait, où le câble est libre et il ne frotte pas à l'intérieur d'une gaine. Néanmoins, c'est autant d'endroits où le câble attrape des choses qu'il va aller mettre dans les morceaux de gaine qui sont là. Donc de toute façon, l'un dans l'autre, que vous ayez un système avec une gaine toute longueur ou un système avec de la gaine interrompue, c'est pas complètement idiot de remplacer régulièrement câble et gaine, voilà, et pas, pour moi, mettre un câble neuf dans une gaine qui a 3 ans n'a aucun sens. Donc, et pour toi, c'est en relation avec le kilométrage parcouru, avec le temps? Non, ouais, c'est imprévisible. En fait, ça dépend vraiment de son usage, des conditions de stockage, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder sur plein de... Alors, le fait que l'évolution des transmissions aujourd'hui, qui sont de plus en plus fluides, etc., fait qu'on se rend des fois moins compte qu'on a un problème de coulissement et que les vitesses continuent à passer. Sur les plus anciens dérailleurs, on se rend compte que les vitesses passent moins bien et ça peut être souvent le cause de gaine et câble. Quand on a des gens qui ont des freins à disque mécaniques, ça existe, il y en a encore sur le marché. Souvent, une des causes de la médiocrité du freinage, c'est gaine et câble. Donc, un câble haut de gamme, ça coûte 5 €. Une gaine haut de gamme, ça coûte moins que ça. Donc, quand vous changez votre câble, changez votre gaine. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est un bon conseil. Et là, tout le monde va me dire, ouais, mais quand c'est en passage interne, voilà, vous avez choisi du passage interne. Voilà. Donc, le passage interne, je ne vais pas répéter ce que j'en pense, mais bon, voilà, forcément, ça ne facilite pas l'entretien, la maintenance de son vélo, mais gaine et câble, c'est important pour la fluidité de ses passages de vitesse, c'est important pour son freinage quand on a un freinage mécanique, qu'il soit à étrier ou à disque mécanique, ça freine forcément mieux quand on a une gaine de qualité, parce que n'oubliez pas aussi la qualité des gaines, hein. Quand vous avez un freinage, quand vous avez un effort mécanique à transmettre et qu'il y a de la gaine, si votre gaine est très compressible, vous mangez une partie de votre effort de freinage dans la compression de la gaine plutôt que dans la force qui est transmise à votre système de freinage. Tu fais bien de préciser. Et puis, on peut également parler de l'entretien. On a le dérailleur, hein, c'est-à-dire que on fera un épisode plus précisément sur le réglage, comment régler son dérailleur, mais quel conseil, JP, tu peux donner ne serait-ce que dans l'entretien? Donc, on va aussi le nettoyer parce qu'il y a souvent du dépôt, du résidu qui vient se coincer dans les petits galets qui sont à l'arrière. Ouais. Est-ce qu'il faut démonter les galets, pas démonter les galets? Oui. Comment tu entretiens? Pas dans le réglage, là, on est vraiment dans l'entretien. Non, mais dans le nettoyage, clairement, c'est bien plus simple de démonter ces galets pour les nettoyer que de les... Que défrotter comme ça, un peu sur le côté. De les frotter. Ah oui, il faut enlever sa chaîne. Ouais, c'est mieux aussi, carrément. Mieux, ouais. Sinon, on n'accède pas, on n'arrive pas à nettoyer les galets. Et alors, les galets, ils sont souvent à un endroit où ils sont très sales parce qu'ils ils sont vachement exposés aux projections. Et comme c'est un endroit que vous graissez beaucoup et que c'est une petite surface qui est souvent non pas en métal, mais en matériaux composites, en plastique, etc. Bon, alors quand on va sur le haut de gamme, c'est de l'alu. Je vais reparler des différences entre conventionnel et haut de gamme, en tout cas accessoires, puisque le système de rotation n'est pas le même non plus. Mais effectivement, on a souvent un dépôt très gras, comme une pâte en fait, qui se met sur ces galets. C'est un enfer. Donc l'idéal, c'est d'enlever sa chaîne avec, normalement, c'est des petites vis soit en cruciforme, soit en clé de 3 hexagonale. On enlève les galets, donc on enlève la chaîne bien. Est-ce qu'on démonte le dérailleur pour enlever les galets? Non, on n'est pas obligé. On peut laisser le dérailleur en place. On démonte souvent, c'est le côté interne de ce qu'on appelle la chape de dérailleur. C'est cette dernière partie qui a les 2 galets. On peut démonter le côté intérieur de la chape, retirer les 2 galets et les nettoyer. Alors, voilà.
est-ce qu'il y a des roulements ou est-ce qu'il n'y a pas de roulements. Sur la plupart des dérailleurs, ce ne sont pas des roulements, ce sont ce qu'on appelle les paliers. D'accord ? Donc on n'a pas de roulement à billes, on a un palier qui est une bague, la plupart du temps c'est un matériau de type laiton ou maintenant des matériaux type téflonné, etc. Mais souvent encore c'est des paliers en laiton qui vont tourner autour de l'axe qui n'est autre qu'une vis que vous venez de retirer pour le démonter et ça fait le job, hein, grosso modo pour tout le monde. Donc vous nettoyez bien ça, vous pouvez mettre une goutte de lubrifiant de chaîne, pas de la graisse, plutôt du lubrifiant sur ce palier en laiton, ça fonctionne très bien. Maintenant, il y a tout plein d'accessoiristes qui nous vendent des chapes de dérailleur surdimensionnées avec des galets en aluminium et des roulements, et des fois des roulements céramiques, etc. Si vous aimez vous faire plaisir, aucun souci. Est-ce que ça change votre perception du vélo ? Ça dépend combien vous avez payé. Si vous avez payé très très cher, le vélo roule mieux en général, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Si vous avez payé moyennement cher, vous ne sentirez pas la différence, en tout cas votre cerveau ne vous dira pas que vous roulez plus vite. Non, je taquine, mais voilà, j'ai un avis assez tranché sur les roulements céramiques, notamment la vitesse à laquelle on fait tourner les roulements sur un vélo. Le gain n'est pas aussi important que ce qu'on pourrait penser. Maintenant, j'empêche personne de se faire plaisir. Si vous entretenez les galets d'origine, vous les remplacerez certainement jamais, ou alors vous faites vraiment beaucoup de kilomètres. Donc il vaut mieux un entretien régulier, ça fonctionne bien, parce qu'effectivement, comme c'est des matériaux maintenant, souvent c'est pas de l'aluminium tout le temps, en tout cas sur les dérailleurs de moyenne gamme, c'est souvent des matériaux plastiques. Si vous les entretenez pas, vous allez effectivement déformer, enfin les dents vont s'user et ça pourra moins bien guider la chaîne, effectivement. Alors c'est vrai qu'on a fait un tour d'horizon de comment bien entretenir son vélo, un nettoyage régulier, on l'a dit, pensez à sécher une fois que vous avez lavé le vélo, le lubrifier, mais aussi le sécher. On a parlé des roulements, très très important, on est entré dans certains détails d'aller jusqu'à pourquoi pas aller chercher les roulements pour bien les nettoyer et les graisser. On a parlé de la chaîne, on a parlé de la pression des pneus. Les freins également, les galets au niveau du dérailleur où généralement, comme tu l'as dit, sont très exposés et il y a comme cette patte qui vient se mettre autour des galets, donc les démonter. Mais il y a aussi une manière assez, je dirais, visuelle ou rapide qui pourrait être bien vérifiée. C'est serrage aussi parfois, oui, mais parce déjà, que ça bouge. On est sur un vélo qui vibre en fonction de l'asphalte. Voilà, tout à fait. Donc il y a alors de la terre ou des chemins. L'examen d'ailleurs. visuel, c'est le numéro 1. De toute façon, en faisant le tour, Exactement. on va s'apercevoir on va avoir des doutes sur tel et tel objet et on va pouvoir aller investiguer et puis regarder, tiens, effectivement, là, les galets, visuellement, d'abord, je vois qu'il y a cette patte, donc je vais aller les entretenir. Mais effectivement, les serrages, ça peut être important, notamment du fait que les serrages de sécurité, logiquement, ils sont toujours doublés, soit d'une goupille, soit de ce qu'on appelle du frein-filet. Le frein-filet, c'est un produit type colle, on va dire qu'il n'y a pas vraiment une colle, il y a différents grades de résistance de ce frein-filet qui va, comme son nom l'indique, freiner un filet dans un couple filetage mâle et filetage femelle, d'accord ? Donc en fait, ça crée un contact qui au début permet de faire l'assemblage, qui ensuite va sécher et qui ne pourra être défait que avec un effort important qui va casser ce joint. D'accord ? Ce qui veut dire que normalement la vibration ne peut plus défaire un serrage qui a été fait avec du frein-filet. Il y a des endroits où ça peut être important d'en avoir. Que vous perdiez un porte-bidon, bon, à moins qu'il se coince dans vos rayons, c'est pas la fin du monde, mais ça peut arriver, donc c'est bien des fois d'avoir une petite goutte de frein-filet sur ces vis de porte-bidon, mais notamment vos manivelles. Voilà, quand vous avez une manivelle avec un serrage type Shimano à 2 vis, vérifiez bien qu'il y a du frein-filet. Si vous le démontez, en général, quand vous démontez une vis qui a été montée avec du frein-filet, vous cassez ce film, donc il faut en refaire normalement si vous voulez que ça ait la même fonction. Bon, ça c'est des choses qu'on peut aussi confier à des professionnels évidemment, mais c'est des choses à vérifier ses couples de serrage sur les manivelles aussi, c'est important, sur les pédales, et puis sur ces assemblages de potence, sur ces assemblages de freins. Voilà, un levier de frein qui tourne au moment où on en a besoin pour éviter une voiture, c'est problématique. Donc oui, les assemblages, le contrôle visuel suffit souvent pas sur les assemblages vissés. Donc soit on fait un tour de clé de principe avec sa belle boîte de clés Allen et ses tournevis, et en disant ça je viens de penser qu'il y avait une chose à laquelle on n'avait pas répondu. Une fois par an, enlevez votre tige de selle et nettoyez et graissez-la. Il y a trop de vélos qui restent avec une tige de selle soudée.
En fait, on nettoie, il y a des choses qui se glissent. Non, on n'y pense pas, et je viens d'y repenser en regardant les vélos qui sont autour de nous. Alors ceux-là sont neufs, mais pensez-y. Une fois par an, ça prend pas longtemps, on sort la tige de sel, on nettoie bien, on sèche, on graisse, on remet. Voilà, quand on est sur du carbone, souvent on met de la pâte carbone, non pas pour lubrifier, mais pour, au contraire, permettre d'avoir une bonne cohésion entre les deux, sans toutefois que ça ne se grippe et sans qu'on ait à serrer au-delà du couple que peut accepter le produit en carbone. Mais ça fait partie des choses auxquelles on pense pas beaucoup, et pourtant ça peut être important. Voilà. Et alors, on parle d'entretien, certes c'est très très important, mais la base de l'entretien, est-ce que le stockage a un rôle important ? Je pense à... Il y a des personnes qui ont la possibilité de mettre leur vélo, je dirais, au sec dans un garage, et d'autres qui n'ont pas forcément la possibilité, donc ça va être sur un balcon peut-être ou dans une cave. Donc quel est l'endroit idéal, on va dire, pour stocker un vélo qui reste sur un balcon l'hiver par exemple, entre deux sorties? Est-ce que ça a un impact, le froid, l'humidité? Alors le froid, la chaleur parfois. Le froid, la chaleur, les ultraviolets peuvent avoir des impacts sur les matériaux composites, les matériaux caoutchouc, les matériaux métalliques, les matériaux plastiques. Voilà, un plastique soumis à de l'UV et à du froid important va devenir plus cassant. Les pneus, si on les garde assez longtemps sans les user, peuvent sécher. Une partie en carbone noir qui va absorber énormément de rayons lumineux ou de chaleur, si elle est soumise à une chaleur intense, peut se déformer. Bon, alors avec le soleil, c'est moins courant, mais ça pourrait. Voilà, le soleil, c'est quand même très puissant. Donc ça, c'est pour le chaleur, froid et rayons UV. L'humidité, on peut faire ce qu'on veut. Si on est soumis continuellement à l'humidité, on aura des problématiques de corrosion. Ça peut être juste sur une vis, ça peut être sur deux vis, ça peut être sur ses câbles, mais on l'aura. Ça peut avoir un impact sur les pneumatiques également ? L'humidité sur les pneumatiques, pas spécialement, non, mais voilà, très clairement, partout où vous avez des assemblages métalliques, des vis, votre chaîne, un vélo qui est stocké en extérieur et qui une ou deux fois va pas être bien lubrifié ou protégé, la chaîne finira par rouiller, les pignons finira par rouiller, on pourra avoir un peu de corrosion sur les disques, les freins aussi. Ça va devenir un vélo de vélo taf. Ça peut, mais on peut rouler en vélo taf avec un vélo complètement entretenu aussi. Clairement, non, c'est sûr que, comme tout objet mécanique, c'est mieux quand c'est stocké dans un endroit ventilé et plutôt sec. Tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, après, on peut bâcher. Ça évite qu'il y ait de la pluie, et que ça soit... Moi, c'est ce que je fais sur mon cargo qui dort dehors, attaché, sécurisé, alarmé, voilà. Ouais. Et je bâche tous les soirs. Ouais. Donc ça aide. Par contre, si tu bâches et qu'il est humide, il sèchera jamais vraiment non plus. Donc il n'y a pas de truc absolu et génial. Chacun fait en fonction de ses conditions de stockage et d'utilisation. Mais moins on est dans l'humidité permanente, moins on a de risque de détériorer des composants. Et est-ce qu'on peut dire à nos fidèles auditeurs et auditrices ou à ceux qui nous rejoignent que minimum c'est une révision complète à l'année, ou est-ce que tu vas me répondre que pas forcément, ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les 2 ans. Non, le minimum c'est tous les ans, ouais, clairement. En tout cas pour quelqu'un qui utilise son vélo, forcément. Je pense que c'est un vrai minimum. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de garde-fous, si on a un truc qui marche pas, ça s'abîme vite, ça peut vite nous mettre en danger aussi. Je pense que... Alors ça veut pas dire qu'il faut tout démonter tous les ans. Non, mais tu vois, je pensais, quand tu parlais, je pensais ne serait-ce qu'à l'examen... ou juste un petit coup d'œil, ne serait-ce que visuellement déjà, vérifier, ne serait-ce que sur ses freins, tu vois, quand tu presses ton frein, si tu te rends compte que y a quasiment aucune résistance, ou à l'inverse, si justement il y a beaucoup de résistance, ne serait-ce que visuellement, il peut y avoir effectivement déjà des alertes qui soient là. Complètement. Alors voilà, je pense que beaucoup des gens qui nous écoutent ont une utilisation assez régulière de leur vélo. Des fois, ils se rendent compte d'un problème et puis ils le laissent traîner. Il n'y a pas de recette miracle et de recette universelle, encore une fois. Le bon sens nous dit juste que si vous traitez les problèmes soit en préventif, soit en curatif, mais immédiat, vous dépensez moins d'argent, vous perdez moins de temps et vous facilitez la vie. Maintenant, chacun fait comme il veut, c'est toujours pareil. Si vous graissez votre chaîne une fois à l'année, il y a des chances que ça soit un graissage sur une chaîne neuve parce qu'il va falloir la remplacer. Si vous essuyez, vous la lubrifiez à chaque sortie ou au moins une fois toutes les 2 semaines ou quoi, il y a des chances qu'elle vous fasse 11 000 km. Si c'est pas le cas, et elle en fera peut-être que 3 000. Et puis au bout de 10 000, vous devrez changer le plateau et la cassette.
etc., etc. Ça dépend des conditions. Enfin, il y a 10 000 cas, mais plus vous faites quelque chose de simple et répétitif qui rentre dans votre routine, plus vous vous assurez que ça vous coûte moins cher et que ça se passe mieux. Le graissage aussi, hein, tu parlais de la graisse justement. Moi, je pense à la chaîne, c'est-à-dire que combien de cyclistes on voit avec des chaînes noires. C'est une question de produit. C'est une question de produit, mais je pense que beaucoup de cyclistes ne prennent pas la précaution d'étudier quels produits ils mettent sur leur chaîne. Non, et pourtant, il y a encore 20 ou 30 ans, c'était plus compliqué. On graissait avec ce qu'on avait, on mettait la même chose sur le tracteur et la voiture et le vélo, etc. Aujourd'hui, il y a la fameuse burette d'huile qui servait à tout. Tout à fait, et qui n'avait pas forcément ni la bonne viscosité, ni la bonne formule. Aujourd'hui, on a plein de produits finalement assez accessibles, parce que même, à mon sens, le meilleur lubrifiant du marché aujourd'hui va coûter 25 € pour une petite burette qui va vous durer... Mais ce que je veux dire, c'est qu'une chaîne, est-ce qu'une chaîne, elle doit toujours rester de couleur, là on en a à côté de nous, hein, les chaînes qui sont parfaitement entretenues, est-ce qu'elle doit rester de couleur claire, ou est-ce que c'est naturel que la chaîne soit un peu grasse, tu vois ce que je veux dire? On voit certaines chaînes même qui sont recouvertes d'un produit blanc. Alors ça, c'est de la cire, on va en dire 2 mots après, mais pour tout ce qui est lubrifiant à base d'huile, quand ça commence à être noir et collant, c'est souvent qu'il faut qu'on s'en occupe quand même, parce que normalement, gras, c'est normal, si c'est lubrifié, c'est gras, ok. Si c'est lubrifié et que ça coule et que vous en avez sur les bas de pantalon, c'est que vous en avez certainement mis trop, voire que vous n'avez pas séché, donc ça n'a pas fait son impact, ça n'a pas pénétré le métal, et puis ça ne sert pas à grand chose sauf à salir vos bas de pantalon. Mais quand il y a le dépôt, le noir qu'on voit, c'est pas de la graisse, puisqu'en général on graisse pas sa chaîne, on huile sa chaîne, hein, la plupart du temps, mais c'est le mélange d'huile avec tous les intrants qu'il peut y avoir sur la route, que ce soit de la poussière, du végétal, des morceaux de compost, enfin plein de choses qu'on va trouver sur la route, des résidus des fois de pneumatiques qui sont sur la route et qu'on récupère. Enfin, c'est une mixture indéterminée pour laquelle la graisse fait l'huile fait le lion finalement. D'accord. Donc quand c'est noir comme ça et qu'en plus ça se salit, souvent un bon nettoyage est indiqué. La date est déjà dépassée d'ailleurs, mais voilà. Après, pour ce qui est blanc, le blanc, ça marque souvent l'utilisation de ce qu'on appelle un lubrifiant à base de cire, qui peut se faire à froid ou à chaud. Alors on rentre dans le geek du fonctionnement. Si on veut avoir le moins de pertes par frottement dans sa transmission, la chose ultime, c'est le nettoyage. On en a déjà parlé, je crois, une fois. Un nettoyeur à ultrasons, j'ai le mien qui est juste derrière là. Un nettoyeur à ultrasons sur une chaîne neuve, sur une cassette neuve, une cire chaude. Donc en fait, on a une cire qui est solide, qu'on va chauffer au bain-marie pour lui faire prendre une forme liquide. On va tremper les éléments de sa transmission dedans. Ça va faire une pellicule qui va se déposer et qui va même, alors en fonction de la composition de la cire, on a des gens maintenant qui font des cires avec des nanoparticules à l'intérieur, donc on va aller vraiment à tous les endroits, dans tous les interstices, puisque les ultrasons vont permettre la propagation du produit vraiment, même entre les rollers de chaîne, hein, voilà. Et puis on sort ça de la cire chaude, on laisse sécher, ça fait une pellicule, hein, c'est filmogène. On casse, puisque sa chaîne est devenue toute dure, donc on casse les maillons pour les libérer, et puis on utilise ça. D'un point de vue de la douceur de fonctionnement, des watts économisés, alors c'est quelques watts, et ça se mesure dans un laboratoire, pas le cul sur sa selle, voilà. Ça allait être ma question suivante, en fait. Non, mais par contre, on l'entend. On gagne quelques watts, ça va dépendre des cires. Je vous renvoie à Internet, vous avez des... Et quelques watts, c'est 10 watts, c'est 50 watts? Non, c'est pas 10 watts. Il n'y a pas 10 watts à aller chercher là. Bon, okay. D'accord. Donc c'est purement un plaisir. Marginal gains. C'est vraiment... Okay. Par contre, le confort sonore est incroyable. Moi, j'aime bien rouler sur un vélo sans faire du bruit. Par contre, la durée de vie... donc en fait, on peut faire une cire chaude sur une chaîne neuve et entretenir avec une cire froide. Quand on commence à faire de la cire chaude, en général, c'est qu'on est un peu... maniaque, donc la plupart du temps on va démonter au bout de 300-400 km et on va refaire un dégraissage complet, un ultrason de nettoyage, un séchage, une recire chaude, mais c'est beaucoup d'entretien la cire. Voilà, c'est beaucoup d'entretien et ça supporte mal les conditions humides. Alors, est-ce que tu préconises là, c'est plus pour de la route, plus pour du gravel, les deux? Moi, sincèrement, je préconise d'utiliser un lubrifiant de très bonne qualité à base d'huile, parce que c'est plus pratique pour tout le monde et que il y a quand même très peu de gens qui sont absolument concernés. Enfin, les gens qui vont faire de la cire chaude, ils ont des roulements céramiques de partout, ils regardent les tests, ils veulent des... Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut.
Mais si c'est pour rouler avec le cuissard ouvert, les cheveux longs, la barbe, la casquette, etc., ça sert pas à grand-chose, sauf à se faire plaisir. On peut adorer faire ça, why not? Mais voilà, chercher ces derniers watts et ces derniers gains sur les coefficients de frottement, etc. Bon, au quotidien, moi je vois, je vois des matériaux, le fait de pas faire du bruit. Ma clientèle, c'est des cyclistes. Alors il y en a qui aiment bien geeker, mais moi les gens ils veulent rouler avant tout. C'est un outil pour eux. Et donc le lubrifiant à base d'huile a beaucoup d'avantages. Donc un bon lubrifiant à base d'huile. Ici à l'atelier c'est Silka, pas celui à base de cire, celui à base d'huile pour sa simplicité d'utilisation et par contre un entretien régulier. Je préfère quelqu'un qui va utiliser ça, nettoyer sa chaîne peut-être avec une lingette parce qu'il est en appartement pour la nettoyer, le relubrifier avec son lubrifiant à base d'huile et avoir toujours une chaîne couleur de la chaîne d'origine sans point de corrosion avec un fonctionnement fluide que de se dire il faut faire l'ayatollah et faire une cire chaude tous les 400 km. Et la cassette, parce qu'on parle de la chaîne, mais si la cassette est dégueulasse, ta chaîne au bout de 20 mètres, elle sera dégueulasse. Même combat. Voilà, donc ça veut dire que régulièrement, tu enlèves ta cassette. Est-ce que tu démontes ta cassette pignon par pignon pour nettoyer avec le bon produit et que la cassette retrouve sa couleur d'origine? Personne ne fait ça toutes les semaines, ni tous les mois. Si, tous les mois, j'en connais qui font ça tous les mois. Ça prend quoi? C'est quelqu'un qui a l'habitude, ça prend une demi-heure? Oui, à peine, ça va vite. Oui, c'est ça. Ouais. Mais si tu fais ta chaîne d'abord, de manière très régulière, c'est-à-dire une fois par semaine, tu arrives sera... rarement à une cassette absolument dégueulasse. Bien sûr. Intéressant. Donc, encore une fois, plus c'est régulier, plus c'est facile. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, JP. C'est vrai qu'en suivant ces conseils et en prenant soin régulièrement de votre vélo, vous garantissez des trajets plus sûrs, plus agréables, on l'a vu, tout en prolongeant la durée de vie de votre fidèle compagnon de route. Un grand merci JP pour tous ces conseils. Merci Arnaud. Et puis, bon entretien de votre vélo et à très bientôt pour un nouvel épisode.